Merci à tous de reprendre place. On est presque dans leur place. Vous êtes presque disciplinés, ça va bien. Bonjour à tous. Ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour pouvoir vous rencontrer, discuter avec vous. Quand Stéphane m'a parlé du projet, il m'a dit bon, peux-tu venir, on va présenter avec les agriculteurs, producteurs, donc je m'attendais à avoir une vingtaine de personnes. Donc, je suis un peu surpris de l'emphase de l'événement, du nombre de personnes qui est ici aujourd'hui, mais bon, ça me fait bien plaisir d'être là. Donc, je vous présente Pascal Désilet, fromage Lancette. Fromage Lancette, situé à Bécancour. Donc, on est les pionniers dans la transformation de lait biologique en fromage et en beurre depuis 31 ans. Donc, je fais une présentation aujourd'hui. Je ne suis peut-être pas aussi verbomoteur que Roger, qui a fait passer avant moi. Je suis peut-être plus analytique, mais je vais quand même essayer de vous faire une belle présentation aujourd'hui. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est en fait un peu l'histoire de Fromagerie Lancette, le projet collectif qu'on a mis sur pied à travers les années, nos motivations, nos réussites. Pas que des réussites, on a eu des difficultés, nous aussi, ça a été mentionné par Roger, par d'autres, que c'est sûr que si je regarde l'excellent qu'on fondé l'entreprise, ben, il ne savait pas nécessairement dans quoi il s'embarquait. S'il aurait su, c'est la même réponse que j'ai entendue tantôt, peut-être qu'il ne l'aurait pas fait. Mais aujourd'hui, on est bien fiers de ce qu'on a réussi à accomplir. Puis aussi de parler des besoins des consommateurs, puis développement avec les producteurs et ainsi que les objectifs qu'on recherche. Donc, je vais vous parler souvent de collaboration. Je pense que c'est le thème principal que je vais amener aujourd'hui. Puis je vais vous passer un petit vidéo. C'est justement une belle collaboration avec les producteurs du Québec, Fromage ici, qui ont fait une vidéo sur Lancette. Je pense que ça explique bien, ça met bien la table justement sur notre entreprise. Ça nous donne quand même une vue d'ensemble sur l'entreprise. Lancette, en fait, c'est la plus large gamme de fromages biologiques au Canada. C'est 75 employés, puis c'est 30 ans d'agriculture biologique. La fromagerie Lancette, c'est un projet collectif assez exceptionnel. 9 familles de producteurs laitiers du centre du Québec qui se sont questionnés sur comment rendre leur agriculture durable. Donc, ils ont converti de façon pionnière dans les années 80 leur production en biologique. Ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas de moyen de transformer puis de mettre en marché le lait biologique. Donc, c'est de là qu'ils se sont regroupés, ils ont fondé la fromagerie Lancette pour permettre aux consommateurs d'avoir accès à des produits laitiers biologiques. Moi, j'ai toujours vu les animaux aller au champ. Mes parents le faisaient, mes grands-parents le faisaient. Quand j'ai commencé à l'agriculture bio, je me suis dit, ma job, c'est de nourrir les gens. Comment je vais le faire? J'ai choisi de le faire de cette façon-là, parce que pour moi, c'était plus respectueux de mes valeurs. Ici, ce qu'on peut voir, c'est une ferme certifiée biologique depuis plusieurs années. Et puis, l'avantage, c'est de permettre le mouvement. Donc, les vaches peuvent bouger tout au long de l'année, en plus d'aller au pâturage durant l'été. Je pense qu'on valorise le lait biologique de très belle façon. Donc, on valorise le lait québécois biologique partout au pays. Donc, on contribue beaucoup à la prospérité des producteurs. Je vois un très beau futur pour l'entreprise. Je vois une agriculture de plus en plus biologique, qui est plus durable, une agriculture aussi qui a un bien-être animal beaucoup plus élevé. Et puis, je vois Lancette continuer à faire la promotion de ce futur-là. Mon souhait, c'est de voir continuer l'industrie des fromages du Québec se développer, augmenter constamment en gamme, augmenter constamment en qualité et en diversité. Voilà, c'est une vidéo qui a été faite avec Fromage ici. Donc, à la fin, je parlais justement de monter en gamme, en diversité. Puis on parle de collaboration. Je pense qu'avec Roger, ce qu'il mentionnait tantôt au niveau des exportations et tout, que ça va un petit peu dans le même sens. Donc, ici, pour vous expliquer un peu l'histoire de Lancette, je pense qu'il n'y a pas mieux que
encore pour vraiment vous expliquer un peu comment que le projet s'est déroulé. Donc, pourquoi on a fait le fromage biologique dès le départ. Donc, je vais laisser mes patrons, en fait, vous expliquer. On a pris le virage bio probablement pour notre santé. On a décidé de livrer notre troupeau bio pour notre santé. C'est mes parents qui ont commencé ça en 85. Moi, j'étais à l'école à l'époque. Ma mère a commencé à aller et à s'interroger beaucoup sur la santé, la nutrition. Puis à partir de là, on s'est posé des questions sur la façon de produire les aliments. Ça m'a tout de suite émerveillé, les conférences qu'on a eues, les producteurs qu'on a rencontrés, quand ils nous parlaient pas, c'était pas le même discours que les conventionnels. Les conventionnels, ils nourrissent une plante, beaucoup de la plante. Les bio, eux autres, ils parlaient beaucoup de la terre. Ça me donnait, je pense, l'opportunité de respecter la nature, ce qui était important pour moi. Moi aussi, j'étais sur le point d'avoir une famille, et je voulais élever ma famille dans un milieu biologique, sans intrants, sans herbicides, sans contaminants. Ça a commencé par un groupe de personnes qui se sont connues lors de formation en agriculture bio. On faisait un lait de qualité, un lait bio. Quelle est la mesure conventionnelle? Ça nous agaçait un petit peu. On disait, hey, ce beau produit-là qu'on met tant d'amour à produire, on envoie dans le réseau. On s'est dit qu'il faudrait transformer cet or blanc-là en produit puis le mettre sur le marché. On a fait la tournée des transformateurs et on a trouvé aucun transformateur qui voulait transformer notre lait en biologique et l'amener sur les tablettes. On a décidé de partir une fromagerie en grain. Ça donne la chance aux consommateurs d'avoir un produit de qualité. On s'est posé la question, mais quel fromage on devrait faire pour transformer le lait de 10 producteurs et rejoindre la masse des consommateurs, finalement, si on veut que notre fromage, notre lait se vende. L'appeler l'ancêtre parce que vous voulez faire un fromage comme ancienne. Voilà, donc la mission de l'entreprise, c'est contribuer significativement à la préservation de l'environnement, au bien-être animal et à la santé des consommateurs. Et notre slogan qu'on utilise, c'est un monde meilleur dans chaque bouchée. C'est un peu pour vous présenter un peu l'entreprise. Aujourd'hui, on transforme plus de 8 millions de litres de lait et de crème bio par année. Nos produits sont dans plus de 2500 points de vente partout au Canada. Et puis, on transforme plus de 13%, au-delà de 13% du lait bio du Québec. Puis, je pense que le fait intéressant dans notre cas, c'est que plus de 70% de tout ce qu'on produit est vendu à l'extérieur du Québec, donc est vendu dans les autres provinces canadiennes. Donc, je sais qu'on m'a dit qu'il y avait 8 producteurs biologiques aujourd'hui, donc pas seul, c'est bien. Mais je vais vous parler un peu du marché biologique. Donc, on entend beaucoup de choses. On entend des fois que le marché s'effondre, que la demande n'est pas plus présente. Je vous rassure, je pense que ce n'est pas le cas, c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est les données des producteurs de lait du Québec. Donc, vous voyez en rouge, c'est la courbe de production, puis en bleu, c'est la courbe de transformation. Donc, à partir de 2005. Donc, on voit que de 2005 à 2017, on a eu quand même une progression constante de la transformation et de la production qui était quand même sur la même tendance. Puis, à partir de 2007, maintenant, on a vu les courbes qui sont un peu séparées. Donc, on voit que la production a quand même, à partir de 2017, beaucoup progressé, alors que la transformation, elle a progressé à la même tendance jusqu'en 2020, jusqu'à la période de COVID. Depuis 2020, là, on voit la courbe s'affaisse un petit peu, une stagnation. On a plus de difficultés à générer de la croissance, mais ce n'est pas différent. Je pense que Roger l'a mentionné tantôt aussi dans les fromages fins. La croissance, présentement, est plus difficile à générer. Puis, si on regarde la courbe de l'inflation, on voit que c'est carrément corrélé avec la courbe de l'inflation au Canada. Donc, vous voyez la courbe d'inflation, peut-être pas facile à voir, mais à partir de 2021, vous voyez la courbe d'inflation qui a augmenté de façon significative. Puis, la croissance des produits laitiers biologiques a commencé à stagner au même moment. Donc, en gros, je pense que c'est pas parce que les consommateurs ne veulent pas de produits biologiques, c'est pas parce qu'il n'y a pas une demande, mais la réalité, c'est que les consommateurs canadiens ont moins d'argent dans leur poche et ça a un impact justement sur les produits, autant les produits laitiers biologiques que les produits à valeur ajoutée, tous les produits laitiers à valeur ajoutée. Si on regarde dans le même contexte inflationniste, donc depuis 2021, on regarde comment ça a été au niveau du prix du lait. Donc, le prix du
du lait qu'on paye en tant que transformateur. Donc, on voit que depuis 2021 à aujourd'hui, on a une augmentation de 17 %. Donc, nous, on paye le lait 17 % plus cher qu'avant le 1er février 2021. Donc, c'est des augmentations de prix qu'on a à assumer, que comme tout transformateur, on essaie tant bien que mal de répercuter sur le marché, ce qui est un défi. Mais vous voyez, il y a quand même une augmentation de prix combinée à l'inflation, donc tout augmenté en même temps. Donc, c'est sûr que pour les consommateurs, présentement, c'est plus difficile de les convaincre d'acheter des produits biologiques. Si on regarde les données du marché, si on regarde les données Nielsen qui sont publiées sur le marché, ce que ça dit, c'est que 96 % des Québécois présentement se disent très concernés par la hausse des prix des aliments. 52 % des Canadiens déclarent que la hausse des prix des denrées alimentaires, c'est une de leurs préoccupations principales. Donc, c'est quand même important. Et puis ici, ça dit que 69 % des Québécois disent ne pas acheter de produits verts parce qu'ils sont plus chers et que les produits ordinaires. Donc, il y a quand même une limite là, quand on parle de prix. C'est clair qu'il y a un impact important sur les produits biologiques. Puis ici, c'est peut-être plus positif, mais 54 % des Québécois disent acheter plus de produits verts et durables dans les dernières années. Donc, présentement, il y en a peut-être, c'est peut-être difficile de faire le choix, mais la volonté est toujours là. Puis ce que ça dit ici aussi, c'est que 78 % des Québécois pensent que les marques doivent inclure davantage d'informations sur ce qu'ils font pour rendre les produits plus durables et plus environnementaux. Donc, le besoin est là, la volonté des consommateurs est là, mais c'est clair qu'au niveau prix, il y a un enjeu présentement. Donc, je fais un peu parallèle avec ce qui a été dit ce matin au niveau du sport. La personne qui a parlé au niveau du sport plus tôt ce matin. Donc, c'est la même chose, la même dynamique. Vendre du fromage biologique présentement, c'est quand même un défi. Comme vendre du sport différencié, c'est quand même un défi. Donc, il faut vraiment revoir notre offre de valeur si on veut réussir à avoir du succès. Donc, en gros, ce que les données nous disent, c'est que les consommateurs veulent des produits qui sont meilleurs pour l'environnement, veulent des produits meilleurs pour leur santé, mais ne sont pas nécessairement présentement prêts à payer plus cher pour ces produits-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un contexte comme ça? Il y a plusieurs choses, mais nous, si on veut le voir comme opportunité, nous, ce qu'on voit comme opportunité, c'est d'essayer d'offrir plus de valeur aux consommateurs. Puis comment on peut faire ça? C'est un peu l'essence de la présentation aujourd'hui. C'est d'avoir une meilleure collaboration entre les producteurs et les transformateurs, ce qui nous permet d'innover en transformant des laits qui sont spécifiques avec des caractéristiques spécifiques. Donc, notre projet à nous, qu'on travaille depuis 2018 en fait, donc ça fait longtemps qu'on travaillait sur ce projet-là. C'est des produits qui sont nourris à l'herbe ou en anglais grass-fed. Donc ça fait longtemps qu'on travaillait là-dessus, qu'on avait ça en tête, qu'on voit qu'il y a une demande surtout hors Québec, ça vient beaucoup des États-Unis, mais il y a beaucoup d'influences américaines qui sont en Ontario, qui sont dans l'Ouest canadien. Donc c'est quelque chose qu'on voit depuis un certain temps, mais il fallait quand même trouver l'approvisionnement. Puis il y a 2 ans, quand j'ai rencontré Stéphane, justement, je parlais de ça, puis moi je pense que j'ai des producteurs dans mon coin qui sont prêts justement à rencontrer cette norme-là. Donc, on a parti le projet comme ça. Et puis, en gros, c'est la norme nationale des portions de lait du Canada, nourrie à l'herbe, qui exige 75 % de plus d'alimentation et plus dans l'alimentation de matière sèche qui soit en fourrage. À ça s'ajoutent les normes de pâturage normales qu'on a dans le biologique. Donc, en gros, c'est peut-être avoir 10 % plus de fourrage dans l'alimentation que les fermes biologiques. En moyenne, je dirais. Donc, pourquoi on fait ça? C'est pour avoir un produit unique, distinctif, puis avoir un positionnement environnemental qui est plus reconnu, qui est plus élevé. Là, vous voyez sur la présentation que c'est le logo qui a été établi par les portions de lait du Canada. Donc, le logo est en place, qu'on va pouvoir utiliser. Puis, les produits devraient être sortis sur le marché en septembre 2024. Donc, c'est quand même un projet qui a demandé beaucoup de travail, aussi longtemps qu'on travaille là-dessus.
au début, il fallait trouver des fermes qui étaient disposées à rencontrer les caractéristiques. Donc, il y a 5 fermes, il y en a plusieurs certains sont ici aujourd'hui, qui ont été certifiés justement par Écossaire pour la norme des contrôles du Canada. Donc, ça a été une étape importante, clé. Ensuite de ça, il a fallu organiser le transport, donc la collecte. Donc, ça nous a revenu au début de l'ancêtre, à 31 ans, où il n'y avait pas de collecte biologique. Il a fallu convaincre les professeurs de lait de faire une collecte biologique ségrégée. Là, il a fallu convaincre justement le transporteur, les PLU, d'avoir une collecte ségrégée pour ces 5 producteurs-là. Donc, on a travaillé ici dans la région avec Aventis. Puis, on a commencé à collecter le lait le 8 avril dernier. Ce que ça nous donne, en fait, c'est environ 15 000 litres de lait au jour, donc une production potentielle de fromage de 200 000 kg par année. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une gamme de fromage cheddar biologique, comme on a présentement, mais en plus nourri à l'herbe. Donc, vous voyez ici, c'est notre emballage standard, le fromage cheddar, mais là, on va faire un emballage distinctif, justement pour souligner l'aspect de la double certification. Puis bon, ce qui nous, on croit, va nous aider à nous démarquer. Comme je disais, ça fait quand même longtemps là, que les produits nourris à l'herbe, grass-fed, on en voit là, au Canada anglais. Mais on en voit, mais c'est plus une allégation. C'est des allégations, c'est pas fondé sur une certification solide. Il y a une certification peut-être en Ontario, mais qu'on ne sait pas trop comment elle est suivie. Donc, c'est pas comme le biologique. Ça a toujours été, c'est toujours assis la qualité de ces produits sur la certification biologique qui est vraiment une norme nationale claire puis solide. Donc, on voulait faire la même chose pour le nourri à l'herbe. Donc, nous, la distinction qu'on va avoir, c'est qu'on va être les premiers au Canada à avoir une double certification nationale biologique et nourri à l'herbe. Donc, on pense que justement, tantôt, c'est un moyen de se différencier. Donc, si on revient un peu en arrière, je disais tantôt, c'est pas facile de vendre des produits laitiers plus chers, présentement des produits biologiques plus chers. Donc, il faut trouver des moyens, puis ça, on n'a pas non plus les volumes qu'on transforme. C'est beaucoup moins que, exemple, fromage de Bergeron, mais c'est encore énormément moins que les grands transformateurs. C'est sûr que nous, ça nous force aussi à trouver des solutions justement pour nous différencier, pour valoriser mieux nos produits. Puis je pense que ça rejoint un peu la question qu'il y a eu ce matin aussi pour une ferme plus petite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que c'est un peu le même concept. Il faut trouver des façons vraiment de mieux se différencier. C'est sûr que le système actuel doit être revu, puis ça prend une collaboration plus grande entre les transformateurs et les producteurs justement pour développer des caractéristiques qui vont être valorisées sur le marché. Maintenant, pourquoi on fait ça là aujourd'hui? Je ne veux pas prétendre vous apprendre des choses sur la production laitière, sur la manière de produire du lait. Mais par contre, l'essence de mes prochaines diapositives, en fait, c'est vous expliquer, nous, comment on entrevoit commercialiser ces attributs-là face aux consommateurs. Je pense que si je peux apprendre quelque chose aujourd'hui, c'est plus faire le lien entre les consommateurs et les producteurs. Donc, nous, comment on peut faire? On développe un produit spécifique, mais encore faut-il que les attributs soient vraiment commerciables ou non, soient vraiment compris ou soient recherchés par les consommateurs. Vous pouvez faire des choses sur votre ferme, mais si les consommateurs, c'est pas ça qu'ils recherchent, bien, ça n'aura pas un impact nécessairement aussi grave. Donc, quand on parle de nourrir à l'herbe, ce qu'il faut comprendre, dans l'esprit des consommateurs, c'est très simple. Une vache, ça mange de l'herbe. Le rôle de la vache, c'est de transformer l'herbe en protéines de qualité, c'est de fertiliser ça. Pour un consommateur moyen, l'image de la vache qui mange de l'herbe, c'est vraiment facile à comprendre. Nous, ça fait 30 ans qu'on commercialise des produits biologiques, mais l'enjeu de la biologique, c'est que c'est complexe. C'est complexe, c'est une norme complexe, c'est complexe à expliquer aux consommateurs. Tandis que quand tu dis nourrir à l'herbe, bien ça, c'est quand même un message simple qui est facile à comprendre pour les consommateurs. Puis à ça, bien, on peut attacher les éléments de l'aide animale, on peut rattacher l'impact positif sur la santé des consommateurs, on peut rattacher améliorer la santé des sols, on peut aussi rattacher maintenir la biodiversité, et aussi, de plus en plus, bien, on vise à améliorer le bilan carbone de
de la production laitière. Ça va jusque-là, est-ce que des questions, c'est clair pour tout le monde? Okay. Donc, le bien-être animal, quand je vous dis, c'est quelque chose qu'on peut justement expliquer aux consommateurs. Bien, je vais vous montrer nous, comment on le fait pour l'expliquer. En gros, on le fait, on l'explique en images. C'est une série d'images, mais quand on parle de nourrir à l'herbe, on parle de vaches dans le maximum de fourrage, des vaches qui ont en liberté de mouvement, donc qui sont le plus près possible de leur comportement naturel. Donc, c'est des éléments qui s'expliquent, qui se démontrent face aux consommateurs québécois, mais aussi canadiens. Les vaches qui sortent au pâturage. Donc, encore une fois, il faut se mettre dans la peau des consommateurs moyens qui, des vaches sortir au pâturage comme ça, des vaches qui explorent la nature. Donc, c'est toujours des éléments qui sont vendeurs pour nos produits. Maintenant, la santé des consommateurs, bien, ça aussi, c'est des choses qui peuvent s'expliquer. Je pense que le lait, c'est pas une surprise, là, mais la qualité du lait est directement en fonction de la qualité de l'alimentation qu'on donne à nos vaches. C'est démontré au niveau du lait avec un fourrage très élevé, biologique ou nourri à l'herbe, qu'il y a beaucoup plus d'oméga 3, il y a moins d'oméga 6, donc il y a un meilleur équilibre des gras dans le lait. Puis il y a plusieurs recherches qui démontrent plusieurs bénéfices sur la santé reliés à ça, tout comme le niveau d'acide linoléique qui est beaucoup plus élevé, plus que le fourrage dans l'alimentation. Encore là, ce n'est pas tous les consommateurs, mais il y a des consommateurs qui recherchent, qui s'informent, qui recherchent les produits. Vous comprenez que... Bien, petite précision, les oméga 3, oméga 6, ils servent à quoi pour la santé humaine? Il y en a plus, les ratios sont meilleurs, mais... Bien, écoutez, c'est l'équilibre des gras. Ils servent à quoi? Bien là, je ne vais pas rentrer nécessairement dans les détails, parce que les études disent, c'est souvent les études hors Québec, je ne suis pas autant d'études au Québec qui ont fait là-dessus, mais c'est beaucoup relié à l'inflammation. Donc, tu as moins d'inflammation, ça génère moins d'inflammation dans le corps quand tu as plus d'oméga 3 que d'oméga 6, puis il y a le développement aussi interne du cerveau et tout qui rentre en ligne de compte. Mais moi, mon lien, c'est avec qu'est-ce qu'on a fait avec les barres de Horace. Dans le fond, les antioxydants qu'on met viennent avoir un effet similaire que les oméga 3. On voit un effet, c'est la santé des porcs. Fait qu'imaginez pour nous de consommer des produits comme ça, tranquillement, pas vite, c'est juste un gros bon sens. Ce qu'on pense, c'est qu'on va avoir à être en avant de la parade pour démontrer ces choses-là. C'est juste la précision que je voulais apporter sur ce point-là. Bien, effectivement, il y a aussi, comme tu dis, des antioxydants aussi, là, qui se rajoutent à ça. Mais ce qui se mesure le mieux, c'est oméga 3, oméga 6, puis acide linoléique conjugué, qui sont aussi un gras de qualité qui est recherché. De petite parenthèse, on parle de fromage, mais dans le sel, on fait aussi beaucoup de beurre biologique. C'est sûr que dans le beurre biologique, les acides gras sont concentrés, de plus en plus, sont plus concentrés, puis c'est pas surprenant qu'il y ait une grosse demande quand même pour le beurre biologique, relié justement à ces caractéristiques-là. Ensuite de ça, de la santé des sols, donc vous connaissez les sols. La santé des sols, c'est sûr que si on a plus de cultures pérennes, plus de fourrage, ça aide à améliorer la santé des sols. Donc c'est quand même quelque chose qui s'explique aussi. Il y a des données ici, c'est des données du Modern Institute aux États-Unis qui a 40 ans d'historique à suivre différents systèmes de culture. Puis bon, eux, dans leur recherche, ce qu'ils démontrent, c'est justement que le système, comme le système laitier qu'on a ici, donc biologique, avec disons, de fumier pour fertiliser, c'est le système qui génère le plus de matière organique dans le sol. Puis c'est aussi le système qui génère le plus d'activité microbienne dans le sol. C'est pas d'avoir de matière organique, mais il faut aussi avoir de la vie, il faut aussi avoir de l'activité microbienne pour que le sol soit en santé, puis puisse faire les différents rôles qui
qui sont donnés. Ça, c'est une petite image d'un sol qui est moins riche versus un sol qui est plus en santé. Puis ça, quand on dit qu'il y a beaucoup d'activités microbiennes, qu'il y a un sol en santé, ça a un impact justement sur la protection de l'eau, sur la filtration de l'eau. Ça aussi, c'est un aspect qui est important, qui va être de plus en plus important. Donc, c'est des caractéristiques qu'on va chercher à aller améliorer, qu'on va chercher à aller promouvoir. Autre caractéristique de plus en plus importante, c'est la biodiversité. Donc, c'est un autre élément sur lequel on va mettre l'emphase. Donc, c'est sûr que les fermes biologiques ici, en tout cas nous dans notre coin, il y a beaucoup d'apiculteurs qui aiment ça amener leurs ruches sur nos fermes parce qu'ils trouvent qu'on est meilleurs à la main, qu'ils ont beaucoup moins de pertes. Donc, c'est vraiment un élément sur la biodiversité. Il y a d'ailleurs une étude en Allemagne qui est sortie en 2017, ça fait quand même quelques années, qui a démontré qu'en Allemagne, il y a quand même 75% de la biomasse des insectes volants qui a été perdue sur 27 ans. Donc, c'est quand même énorme. Puis, il y a un effondrement quand même des pollinisateurs. Donc, c'est en Allemagne, c'est pas ici, mais c'est quand même des conséquences qui sont réelles. Puis, c'est quelque chose de la biodiversité. Les gouvernements travaillent là-dessus, qui va être de plus en plus d'actualité. Puis, finalement, on parle beaucoup des changements climatiques, donc on veut s'insérer aussi dans ça avec nos produits bio nourris à l'herbe. Donc, qui dit changement climatique dit bilan carbone des fermes. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui est de plus en plus regardé ici au Québec, mais ailleurs aussi. Vous avez entendu parler que les conseils de l'État du Québec et du Canada visent la carboneutralité pour 2050. Je vous dis tout de suite qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais si on regarde les bilans carbone, il faut vraiment prendre tout en conséquence sur la ferme. Autant ce qui est séquestré par le sol, ce qui est émis par le sol, ce qui est émis par les animaux, tout le carburant fossile utilisé, la gestion du fumier. Donc, il faut tout prendre en compte. Mais il y a certains éléments qui permettent justement, en tout cas dans nos résultats, de vraiment améliorer le bilan carbone. Un, c'est le bien-être animal. Donc, le bien-être animal qui a augmenté. Donc, plus les vaches font de lactation, moins qu'il y a de relève, ça a un impact très important sur le bilan carbone de la ferme. On parle justement de nourrir à l'herbe, plus que le prairie, plus que le pâturage rotatif, mais c'est des puits de carbone quand même qui sont reconnus, qui sont importants. On dit que 1% de carbone organique dans le sol, ça équivaut à 42 tonnes de carbone, de CO2 à l'hectare. Donc, c'est quand même des quantités, si vous mettez ça sur l'ensemble de vos exploitations, c'est des quantités potentiellement séquestrées qui sont très importantes. Puis, comme je disais, c'est reconnu par l'Agriculture-Canada que les plantes pérennes, les fourrages séquestrent entre 15 et 30% plus que des cultures annuelles comme le maïs. Donc, plus de carbone dans le sol. C'est aussi reconnu ici que vous avez un portrait un peu de la vallée du Saint-Laurent qui démontre que de plus en plus, il y a de moins en moins de fourrage, de moins en moins de pâturage, de plus en plus de transition vers les céréales. Et on voit là en rouge, c'est des secteurs où il y a eu des pertes de carbone importantes dans les sols au Québec. Donc, s'il y a des pertes de carbone, le carbone est où? Bien, il est dans l'atmosphère, donc c'est des rejets de carbone qui sont directs. Voilà, puis aussi les zones d'engrais chimiques. Donc, plus qu'on utilise ceux qu'on est en bio, on n'a pas d'engrais chimiques, mais si on a aussi plus de fourrage, bien, les cultures pérennes demandent moins d'engrais chimiques de synthèse que les céréales. Donc, 1 kg de pétrole, il faut 1 kg de pétrole, il faut pas oublier ça, 1 kg de pétrole pour synthétiser 1 kg d'azote. Donc, déjà la production des engrais de synthèse, il y a beaucoup de gaz à effet de serre, sans après parler de l'utilisation de ces engrais. Donc, pour finir, c'est sur le niveau du changement climatique. Nous, on a fait des analyses sur nos fermes, donc on a des données de 6 fermes bio sur 26 fermes, versus 26 fermes conventionnelles. Puis, les données préliminaires, ce qu'on a obtenu comme résultat, c'était, dans notre cas, c'était 1,28 kg de CO2 équivalent à l'hectare, versus les fermes conventionnelles qui sont à 2,28 kg de CO2 à l'hectare. Donc, quand même, sur une surface
c'est quand même un écart de 45 %, mais c'est très loin la carboneutralité. Je sais tantôt, il y a beaucoup d'efforts à faire si on va atteindre la carboneutralité, mais c'est quand même un pas qui est très important. Fait que, le but que je vais donner ces points-là, autant le dernier que les autres avant, c'est comment on fait, encore une fois, pour commercialiser, pour convaincre les consommateurs qui en ont plus en achetant un produit biologique, c'est en offrant des attributs comme ça qui leur parlent, qui les intéressent, puis qui font du sens pour eux. Je pense que c'est la manière vraiment de réussir à gagner des parts de marché. Puis, du moins dans notre secteur, parce qu'il faut aussi être conscient que si on est quand même dans une niche de produits, on s'adresse à une certaine quantité de niveau de consommateurs, c'est pour tous les consommateurs qui recherchent ça. Maintenant, les consommateurs qui recherchent ça, ce que je vous dis là, selon nous, c'est des points qui les intéressent et qui vont nous permettre justement de gagner des parts de marché puis d'avoir des gains. Et si on a des gains, ça veut dire qu'on transforme plus de lait du Québec. Puis de lait du Québec qu'on transforme, mais si on le vend encore une fois à 70-80% hors Québec, c'est de la richesse qu'on génère pour l'ensemble du secteur laitier. Donc, en terminant, l'objectif, je pense, c'est d'offrir plus de valeur aux consommateurs. Comment on fait ça? C'est avec une meilleure collaboration producteur-transformateur. C'est un peu l'essentiel de la présentation que je voulais faire aujourd'hui. Je vous remercie et je suis disponible si vous avez des questions. Roger, il y a une question. Pascal, quand tu fais ton bilan carbone, je sais que tu fermes le fer de boisé. Est-ce qu'il y a un tiers compte dans le bilan de sa surface? Non, malheureusement, ils ne tiennent pas compte des boisés. Ce qu'ils tiennent compte, c'est l'amélioration que tu peux faire en aménageant ton boisé. Mais ce que ton boisé, parce que dans le fond, pendant qu'il calcule, c'est que le boisé de la forêt est déjà en place. Donc, elle ne change pas. Par contre, si tu l'aménages, par ton aménagement, tu génères plus de séquestration de carbone, mais là, tu peux avoir un gain. Parce que le fait qu'il faut la détruire, c'est quand même. Au niveau des boisés, je sais que le boisé naturel qui n'est pas aménagé, c'est nul. Il n'y a pas d'émission, il n'y a pas de captation. Il s'en dégrade autant qu'il s'en capte. C'est ça. C'est pour ça qu'ils ne calculent pas dans les bilans carbone. Oui, il y a ça. C'est la deuxième présentation qu'on entend une meilleure collaboration entre transformateurs et producteurs. Un exemple qui pourrait être une meilleure collaboration. Avez-vous des idées? Je pense que la présentation, ce que je vais vous montrer, c'est le projet qu'on fait actuellement. Je pense que c'est un exemple concret de collaboration dont on va travailler avec 5 producteurs qui font un lait avec des caractéristiques particulières. Puis là, nous, on a réussi à ségréguer, à obtenir ce lait-là pour justement le transformer, le certifier, puis le commercialiser. Donc, je pense que c'est un exemple de meilleure collaboration. Mais il y en a d'autres, on parle des fromages fermiers, c'est un exemple, mais on parle de Roger avec son fromage fait à partir de lait nos points secs, c'est un autre exemple. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples comme ça. Nous, c'est bio, c'est nourrir à l'herbe, tout c'est ce qu'on fait, mais il y a beaucoup d'autres possibilités, je crois, à explorer. Je pense que c'est important que les producteurs, les consommateurs aient un lien plus direct, justement, pour qu'on puisse développer ces opportunités-là. En fait, si vous regardez, comme je pense que je l'ai dit tantôt aussi, en Europe, les cahiers de charges, les caractéristiques particulières qu'on fait sur un comté, entre autres, sur un Beaufort, sur une cuillère, c'est des caractéristiques des cahiers de charges, c'est des choses qui permettent de valoriser un lait à prix plus élevé. Mais c'est des choses qu'on a de la difficulté à faire si on fait un lait comme uniquement générique au Canada. Donc, je pense que c'est ça l'essence du message. Je pense qu'on peut aller développer, déverrouiller de la valeur. Il y a de la valeur qui est dans l'industrie présentement, qui n'est pas exploitée dû justement au système actuel. Puis, je suis convaincu que c'est un petit exemple qu'on amène aujourd'hui, mais qu'il y a d'autres choses qui peuvent être faites. Donc, de faire des laits de spécialité, c'est facile, ça, c'est ce que tu me dis? Faire du fromage, c'est pas facile non plus. Puis le commercialiser et le vendre, c'est encore plus difficile. Mais il n'y a rien de facile, mais je pense qu'il y a beaucoup de potentiel et d'opportunités aussi.
avec la présentation à Claude, qui était vraiment incroyable. On se donne le micro à Pascal. Ce matin, on écoutait Claude qui avait une présentation vraiment incroyable. On parlait d'artistes, de vendeurs, de producteurs. Comme Monsieur l'a mentionné tantôt, on voit qu'il y a peut-être le discours en producteur, transformateur, n'est peut-être pas clair. Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qui manquait dans la chaîne pour que ce soit plus facile, plus clair, plus fluide entre les producteurs et les transformateurs? C'est une grosse question, là, mais je pense que ce qu'il faut, c'est des intermédiaires, c'est l'ouverture, en fait. C'est l'ouverture des deux côtés. Je pense que c'est l'ingrédient premier. Mais après ça, on dit ça dans la structure, c'est sûr que, comme on l'a fait avec ce projet que je viens de vous parler, il fallait quand même parler aux producteurs, il fallait quand même convaincre les instances du PLQ, il fallait quand même organiser le transport, il fallait quand même, il y a beaucoup d'étapes justement à surmonter. Il y a sûrement moyen de rendre ça un peu plus facile s'il y a plus d'ouverture des deux côtés. Ça appartient-tu juste au transformateur à vendre sa salade? Le PLQ peut embarquer là-dedans ça parce que c'est encore de la paille de lait, il y a une bonne tranche qui s'en va au PLQ. Ils peuvent nous aider là-dedans? Parce que, à quelque part, c'est pas tout seul dans la vente. L'agriculteur, il te fournit le lait, le PLQ ramasse l'argent. Il n'y a personne qui fait la promotion autre que toi. Oui, bien écoute, c'est vraiment, ça a été dit ce matin aussi, on est tous dans le même bateau en fait, puis on est tous ensemble, puis si les transformateurs du succès, bien, les producteurs du succès, donc c'est partagé. Les PLQ, bien, vous voyez, j'ai passé la vidéo au début, c'est les PLQ qui ont fait la vidéo avec leur budget marketing, donc c'est des actions qu'ils font. Dans le bio, on a aussi un programme de support marketing qui a été mis en place depuis 2 ans, je pense, qui est bien apprécié pour les transformateurs, pour promouvoir les produits biologiques. Donc, il y a des actions qui se font. Donc, vous voyez les publicités, il y a une publicité là, sur le biologique là, qui va être lancée le 6, une campagne publicitaire qui va être lancée, je pense, mi-mai à mi-juin. C'est encore des efforts qui sont faits. Maintenant, bon, ça pourrait être fait différemment et tout. Oui, c'est sûr. Dans le cas du projet que j'ai présenté, je vous ai dit c'est la norme des produits de lait du Canada. Donc, nous, on s'attend à avoir du support. Nous autres, je dis qu'on avait certains supports justement pour le lancement, pour promouvoir, parce que c'est leur certification, c'est leur marque, en fait, le logo des produits de lait du Canada, Nourri-Alia. Fait qu'on s'attend à une collaboration de leur part, effectivement. Tantôt, dans ta présentation, tu as dit que ton lait coûtait 17 plus cher depuis 2020, 2021, je ne me rappelle plus. 21. Oui. Nous autres, ça ne s'est pas reflété autant sur notre paye, puis il y a différentes raisons. Là. Mais. Et c'est le lait à Pascal, entre autres. OK, mais M. Bergeron, lui, son augmentation pourrait-tu être de l'ordre similaire ou. Tu sais, quand un transformateur achète du lait. Nous autres, on le voit au quotidien que on va manifester, ils font dire que notre paye n'est pas assez grosse, mais on trouve que quand on se fait dire par un transformateur qui achète notre lait, lui, il y a eu 17 d'augmentation. L'écart, on dit, ben nous, en tant que producteurs, on ne voit pas tous les travaux qu'ils font de leur bord, puis eux autres, ils ne le voient peut-être pas nécessairement de notre bord, mais on dit, il faut se reparler, il faut s'entraider, mais on est tous comme isolés, comme on disait tantôt, dans des silos individuels. Je pense que le rôle de la fédération, ce serait de démontrer que c'est que les transformateurs font comme effort, mais que nous autres, en tant que producteurs, on peut manifester, mais on a plus qu'on en veut, plus qu'eux sont obligés de vendre plus cher. Fait que là, c'est comme on disait, à un moment donné, c'est l'équilibre du produit qu'il faut avoir là, avec le marché. Là. Moi, je trouve que c'est ça que quand on voit le discours des transformateurs, chez nous, je ne le vois pas, ça. C'est rare qu'on ait ce lien-là dans une présentation. Ouais, je pense que c'est un bon point. Je confirme que ce que je vous ai parlé de hausse de 17 c'est tous les transformateurs qui transforment du lait en classe 1, 2, 3 ont été affectés par cette hausse-là. Puis nous, ben, nos propriétaires, c'est les producteurs, sont bien placés pour voir justement l'écart entre ce que l'entreprise de transformation paye et l'évolution de leur paye de lait. Effectivement, cette augmentation-là, malheureusement, c'est ça qui est un peu dommage, en tant que transformateur, de voir qu'elle ne se répercute pas, qu'elle ne suit pas sur la paye des transformateurs. Mais ça,
Roger l'a touché ce matin quand même en partie quand il nous a montré là, les classes en vert et les classes en jaune. C'est un peu là que ça joue. C'est qu'il y a beaucoup de croissance dans les classes en jaune, puis c'est ça qui affecte le revenu des producteurs. Puis je suis tout à fait d'accord avec la même place que Roger en disant ben, on n'est pas contre la croissance de volume, mais c'est sûr que si vous demandez aux transformateurs de fromage de payer pour l'augmentation de volume en classe non rentable, et là, on arrive à un point là, où les consommateurs n'acceptent pas plus. C'est sûr que là, présentement, vous voyez un plateau dans la croissance des ventes des produits à ajouter. C'est ça les dangers. Parce que dans la présentation, tantôt qu'il faisait, M. Bergeron, c'est que le fromage d'exportation arrive moins cher ces tablettes que notre propre fromage qu'on est capable de faire. Là. Il y a un effet de dumping là-dedans aussi. Oui. Mais oui. C'est surprenant quand tu prends un fromage de l'Europe, puis ça vient au Québec, tout le transport, puis c'est pas. Ils mettent pas ça dans un conteneur, sûrement, ça doit s'en venir par avion, ça doit être rapide. Là. C'est des conteneurs. Ah oui, beau ça. C'est surprenant qu'on n'est pas capable de compétitionner ce marché-là à l'intérieur. Je vous disais ce matin, quand on était en 2022 en Normandie, il y a 20% du revenu des fermes en Normandie que c'est relié à la protection de l'environnement. Donc, les laiteries payent quand même le lait autour de 50 $ canadiens le litre. Les gens en partant, mais la ferme avait quand même des sous pour opérer. Tandis que nous, tout l'argent de la ferme vient principalement de la paye de lait. Non, c'est correct, c'est un changement c'est un changement politique. Là. Ça explique une bonne partie de cet écart-là. Mais ce que j'en comprends, c'est qu'en même temps qu'on a rentré des fromages, bien, on n'a pas donné un environnement économique aux fromageries à contrebalancer l'effet. Donc, ils ont arrêté d'avoir de la croissance. Donc, on a arrêté d'avoir de la croissance dans les classes de lait les plus payantes qu'on peut vendre. Dans le fond, l'idée, c'est l'administration des classes de lait, c'est des listes de prix. Une liste de prix, il faut que ce soit dynamique en fonction de ce qui se passe dans le marché. Puis là, ben, elle n'est peut-être pas assez. C'est juste ça le sujet. Oui, c'est ça. Si je peux rajouter ce que je comprends de l'exportation, c'est qu'on fait face à des systèmes différents. Le système de gestion d'offres ici, qui garantit un revenu, mais en même temps qui ne demande pas de subvention du gouvernement direct. Alors qu'en Europe, puis aux États-Unis, dans d'autres mesures, c'est qu'il y a des systèmes pour subventionner à la source le producteur, ce qui fait que dans la chaîne, par la suite, tout au long de la chaîne, les produits sont moins dispendieux, sont moins chers. Dans le fond, c'est une façon de se bâtir une économie d'exportation. Donc, c'est sûr qu'ils sont plus compétitifs à l'exportation de cette manière-là. Est-ce que ça répond pas mal à l'ensemble de vous? Oui, Nelson? Pour écoute ton appellation, en fin de compte, nourri à l'air, j'ai entendu qu'il allait avoir une certification qui allait permettre, en fin de compte, d'apposer ce saut-là. En fin de compte, là, l'autre partie, le consommateur va sûrement devoir payer un peu plus pour cette deuxième certification-là. Ça va à travailler ou à monter, mais avez-vous réfléchi au niveau de la rémunération pour cette deuxième certification-là? La certification, je pense, c'est la certification du de lait du Canada. Donc, c'est eux qui l'ont établie. Donc, c'est eux qui possèdent la certification. Puis, c'est Ecosar qui fait les outils de la certification sur place. Fait que oui, c'est une certification supplémentaire. Là, nous, dans notre optique, présentement, c'est, comme dans ma présentation, je disais, c'est d'offrir plus de valeur aux consommateurs pour le même prix. C'est vraiment ça notre optique, parce que là, présentement, on a de la difficulté. C'est un gros travail de convaincre les consommateurs d'acheter un fromage biologique. Tu sais, un 200 g de fromage, à 9 $, il faut quand même voir, là, tu sais. Fait que notre but, c'est d'offrir plus, mais sans augmenter les prix. Le but, c'est un peu de voir avec ce lait-là. Dans le fond, les fermes que j'ai été rencontrées pour leur offrir, c'était de donner un lait à Pascal. Ce lait-là existait déjà. Les gens ont fait ces changements-là dans le but de contrôler leur production chez eux déjà en partant. Ensuite, l'idée de mettre ce lait-là ensemble, ça ne demandait pas de changement à ces fermes-là à part d'avoir une autre visite de certification. Ça prend une journée d'ouvrage, on s'entend là. Et en dehors de cette journée-là, ça ne demandait pas d'autres changements pour donner un lait à Pascal
pour aller sonder le marché à savoir si ça va nous permettre d'augmenter l'utilisation du lait en bio. Ensuite, selon la réponse, ben, le bio va devoir évoluer vers ça ou il va avoir une marge de mise quelque part pour laisser une plus-value au producteur qui le fait. Mais avant de répondre à cette question-là, je pense qu'il faut savoir comment que ça va se positionner face aux consommateurs. Puis ça fait juste depuis le 8 avril que le lait est collecté, puis les produits vont arriver en septembre. Donc, on n'est juste pas rendu là. Si je peux ajouter, là, nous, là, j'ai mis ici là, le graphique là, justement de la production et de la transformation de lait biologique. Notre but, nous autres, c'est de réduire l'écart qui est là. C'est ça qui est. Oui, on pourrait ajouter une prime au-dessus, et on va vraiment réussir à réduire l'écart si on fait ça. C'est pas. C'est peut-être pas ce qui va arriver dans l'environnement actuel. Par contre, si on réussit à réduire l'écart, ça veut dire que la prime bio actuellement, pour les producteurs bio, va être plus lucrative. C'est ça l'objectif qu'on a, c'est d'augmenter le taux de conversion et le niveau de prime pour les producteurs biologiques. Les consommateurs, les producteurs bio, là, la réflexion que vous avez à avoir, c'est vos consommateurs, est-ce qu'ils s'attendent d'acheter un lait que les vaches ont mangé 40% de concentré, dont un peu de soya qui vient de l'Inde, du maïs qui vient de la Montérégie, mais cultivé en bio, ou ils s'attendent d'avoir un produit fait le plus proche possible de ce que la vache peut fonctionner naturellement? Dans le fond, c'est que juste bio, c'est peut-être plus assez pour développer une croissance. Puis ce produit-là, ce lait différencié-là, il va servir à sauver le marché. Si ça marche bien, vous allez avoir une réflexion à faire au sein de votre groupe bio. Mais je pense que Stéphane l'a dit, c'est le marché qui va nous le dire en fait. Si la demande est là, puis le marché le veut, ben oui, c'est lui qui va empêcher de le regarder. Mais ça va dépendre de la réponse du marché. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à notre dernière conférence? J'aurais-tu les gens entre les deux plus conventionnels, les conventionnels? Veux-tu raisonner à une situation restreinte particulière? Sans l'amour. Non, mais oui et non, Fred. Parce que, drôlement, là, qu'est-ce que ça prend pour faire un lait qui ne contient pas de bactéries butyriques, là? C'est pas mal la même affaire. C'est tout. Puis c'est la même chose aussi qui va vous permettre de vous rapprocher de la carboneutralité. C'est la même chose qui vous permet de gérer les coûts chez vous. Fait que ça va juste tout dans le même sens. Mais c'est pour ça que je disais que cette journée-là est le début du prochain 15 ans. Ça va tout se mettre en place tranquillement. Mais juste un petit commentaire que j'ai fait. Je pense que je vais parler aujourd'hui, c'est important. Ce que vous voulez faire, ce que vous faites, c'est quelque chose qui est reconnu par le marché. Parce que si vous faites quelque chose qui n'est pas recherché par les consommateurs, qui n'est pas reconnu par le marché, bien, ça n'aura pas un impact. Il n'y aura pas une valeur qui va être créée. Fait que je pense que c'est tout ça qui est important. Encore une fois, la communication entre les consommateurs qui, eux, ont le contact directement avec le marché, qui peuvent vous dire, bien, oui, c'est vrai, si on s'en va dans cette direction-là, il y a une demande pour ça. Oui, Pascal. Je vais juste prendre une minute parce que c'est important, Pascal, le graphique de mon dessus. Dans le fond, c'est juste pour, vu que le producteur conventionnel ici, je pense que c'est vraiment important d'expliquer les causes de ça. Pascal, tu es le mieux placé de faire ça, on t'écoute. Ouais, je suis représentant au producteur de l'Église. Puis, je vais en profiter de la tribune, vu qu'on est beaucoup le producteur conventionnel, pour vous expliquer pourquoi il y a une aussi grande différence entre l'utilisation et la production. Pascal a donné un très bon exemple qui est l'inflation. Est-ce que l'inflation a frappé? Voir quelque chose que le consommateur a diminué. À un moment donné, les valeurs environnementales, c'est pas assez pour mettre des produits laitiers sur la table de la famille moyenne qui est à côté de eux. Nous, là, dans le fond, vous voyez là, où est-ce que ça se rapproche, 2015, 2016, 2017, 2018. Là, on était rendu qu'il n'y avait pas assez de bio sur le marché. Fait qu'il y a eu une offensive, un plan stratégique qui a été développé pour nous demander de produire plus. Puis vous savez tout, il y a eu des programmes gouvernementaux qui ont dit « Hey, voulez-vous votre bio, on finance la production biologique,
peu importe, légumes, grande culture, puis le lait faisait partie de ça. Mais là, puis nous, au syndicat, je n'étais pas là dans ce temps-là, mais l'offensive, puis le plan stratégique, il dit, go, ça prend du lait, faites votre formation de 3 ans, puis ça va y aller. Les marchés sont prêts pour ça. Là, vous voyez, à partir de 2018, 2019, 2020, ça casse. Les gars ont commencé à rentrer, les producteurs, productrices ont commencé à livrer bio, puis en même temps, la demande a chuté. Pourquoi? Plusieurs raisons. Les laits végétaux nous ont fait très mal. Qu'est-ce qui peut attaquer le lait bio en premier? C'est ce marché-là. Souvent, le consommateur va chercher les mêmes choses. Il allait chercher les végétaux. La question environnementale, ce qu'on se rend compte au niveau des producteurs de lait bio, c'est que le monde commence à se rendre compte que c'est pas plus vert boire un lait végétal que boire un lait local, de manger des fromages locaux. Il n'y a pas plus régénératif presque que l'agriculture bio. Mais ça, le consommateur commence à le comprendre. Autre chose qu'on a vu dans l'agression, parce qu'on l'a bien expliqué. Puis, ce qu'on s'est rendu compte aussi, au niveau du lait bio, des producteurs de lait bio, c'est que là, notre base, là, on a pratiquement fini de baisser. C'est les peu les autres qui restent, ou ceux qui ont le pouvoir d'achat et des valeurs. Puis, les données en épicerie ont commencé à prouver que les végétaux, ils ont commencé à perdre de la demande. Mais moi, je pense que les producteurs de lait bio, le lait bio, pour vous, les producteurs, c'est un lait, on est une équipe, mais une équipe, on est le cheval d'attaque. On va aller rechercher ces produits-là. Les laits végétaux, c'est le lait bio qui va aller rechercher ces consommateurs-là. C'est pour ça qu'il faut se tenir ensemble, puis on va retourner chercher ces marchés-là. Pascal qui développe une nouvelle gamme de produits, il faut se tenir. Il faut tout le monde ensemble là-dedans, et je vous dis, ça va virer fort. Là, on est dans le creux de vague, c'est des cycliques, puis ça va pas mal remonter. Fait que croyez-y, soutenez-nous, et soutenez les producteurs qui se transforment 100% bio comme Pascal. Puis je vous dis, ça va s'en passer. Faites-nous confiance. Tu voter pour toi? Ça répond à vos questions? Merci beaucoup.